Bonjour tout le monde. Mon nom est Rina Marchand. Je suis directrice principale contenu et innovation du réseau Mentorat. Alors, bienvenue au dévoilement de cette 12e édition de l'Indice entrepreneurial québécois 2020. Je serai votre maître de cérémonie, puis j'aurai le plaisir aussi de vous présenter les faits saillants de l'indice. Vous savez, on voit les gens se connecter en ce moment. Il est tôt ce matin, donc pendant qu'ils se connectent, j'avais envie de vous dire quelques petites choses. Je voulais vous dire d'abord que cette première portion de l'événement est diffusée sur les réseaux sociaux, Facebook, mais aussi dans le cadre du grand sommet du mentorat France-Québec, qui s'est amorcé hier et qui durera toute la semaine, et pour lequel l'indice fait partie d'une présentation hors série. Alors, permettez-moi de saluer, oui, nos cousins, nos partenaires français du réseau Mentorat France. Alors, merci d'être avec nous. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de Québécois, je les vois se brancher en ce moment. L'indice, c'est votre indice. Hein? Il mesure le dynamisme entrepreneurial de nous tous Québécois. Puis il le fait depuis 2009, déjà, 12 ans. Et cette édition 2020, vous le savez, revêt un caractère vraiment particulier. On ne sait pourquoi. Hein? Alors, un an, jour pour jour, ou presque, depuis le début de la pandémie, ce qu'on a envie de se poser comme question avec l'indice, c'est comment vont les entreprises du Québec, mais surtout, comment vont les entrepreneurs. Cette édition spéciale de l'indice, vous savez, aurait été impossible sans le soutien, le grand soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui est le grand partenaire présentateur et que j'aimerais d'abord et avant tout remercier tout particulièrement. Il y a d'autres partenaires majeurs aussi de renom qui se sont joints à nous. Hein, moi, je pense aux partenaires tels Ange Québec, la Banque nationale, la Caisse de dépôt et placement du Québec, avec nous depuis 2010, ainsi que l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Ils sont, donc, on a des partenaires financiers, mais pour faire rayonner aussi l'indice, puis pour le réaliser, on peut compter sur l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale HEC Montréal, avec nous depuis 2014, et avec Léger, notre grand partenaire sondeur depuis 2009, qui nous appuie pour ce sondage à très large échelle. Vous savez, cette année, c'est 15 000 personnes qui ont été sondées pour les résultats de l'indice. C'est un sondage qui a été mené récemment, décembre 2020 et janvier 2021. Alors, voilà pour les grandes informations de l'indice. Petite information technique pour tous ceux qui se joignent. Comme nous sommes dans un mode de rencontre avec Zoom, je vous invite à fermer, participants, votre micro. On a d'emblée fermé votre caméra. Ça vous sera utile plus tard dans la portion atelier. Alors, pour l'instant, merci de bien tenir vos micros fermés. Donc, voilà pour cette portion technique. Et puis, vous savez, donc, vers 9h45, comme je vous disais, on va avoir 2 ateliers de discussion où on va creuser un peu plus profondément certains chiffres. On en aura présenté un petit peu dans la première section. Puis après ça, on va parler davantage de santé entrepreneur et d'entrepreneuriat féminin également. Donc, mais avant ça, nous aurons 2 panels pour faire vivre ces fameux chiffres de l'indice-là. Et puis, vous pourrez donc pouvoir entendre certaines personnes de l'écosystème partager leurs commentaires à ce sujet. Sans plus tarder, moi, j'aimerais vous présenter un premier invité. Il est notre président de conseil d'administration de la Fondation d'entrepreneurship du réseau Mentorat. Merci beaucoup, Monsieur Charles Serrois, d'être avec nous. Je vous laisse la parole. Merci, Rina. Écoutez, c'est un très grand plaisir en tant que président de la Fondation de l'entrepreneurship au Québec de vous présenter cet indice, en fait, de participer essentiellement à la présentation de l'indice entrepreneurial. Un indice important qui pourrait se résumer dans une phrase: se mesurer pour s'améliorer. Déjà 12 ans, comme nous a dit Rina un petit peu plus tôt, c'est le plus grand, essentiellement, sondage en la matière au Québec. Et pour la première fois cette année, on a le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui participe comme commanditaire important, partenaire, je voudrais dire, important de cet indice. Et j'aimerais, en tant que président de la Fondation, les remercier et remercier aussi tous nos partenaires qui ont participé à la réalisation de cet indice. C'est un outil important pour comprendre les réalités de notre entrepreneuriat. C'est un outil essentiellement qui est d'autant plus important car cet entrepreneuriat est en pleine transformation à l'heure actuelle. Transformation en ce sens que
on a vécu une période assez spéciale, mais aussi transformation en ce sens des participants qui participent maintenant, qui a le désir de cet entrepreneuriat. Les choses changent énormément. Le réseau a grandi et s'est étendu sur l'ensemble du territoire du Québec. Et aussi, le réseau maintenant est présent sur l'ensemble du territoire du Québec avec l'indice, car cet indice mesure aussi les localités, les MRC, les régions du Québec. Donc, ça permet de fournir des outils essentiellement à ces éléments pour pouvoir mesurer l'impact qu'ils ont dans le support et le développement de l'entrepreneuriat dans leur localité. C'est très, très important, cette chose. Essentiellement, il aurait été assez surprenant de voir, en fait, de réaliser que la pandémie n'a pas eu d'impact sur l'entrepreneuriat. En fait, quelques mots sur le rapport. Il y a eu certaines pertes, mais la chose la plus importante, c'est qu'on réalise et on peut mesurer la résilience de l'entrepreneuriat. Et c'est sur quoi, essentiellement, la Fondation de l'entrepreneurship, le réseau mentorat va concentrer et concentre son action, c'est-à-dire supporter l'humain dans l'entrepreneuriat, nos entrepreneurs. Alors, bienvenue à tous et sans plus tarder, je cède la parole à Rina. Merci beaucoup, M. Sirois. Moi, j'aimerais tout de suite vous permettre d'entendre quelques mots de Monsieur le ministre Pierre Fitzgibbon du ministère de l'Économie et de l'Innovation, notre grand partenaire présentateur de l'édition 2020 de l'Indice. Alors, Monsieur Fitzgibbon, merci. Mes salutations à Charles Sirois, président du conseil d'administration du réseau Mentorat. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec l'année que nous venons de passer, j'avais très hâte de consulter la 12e édition de l'Indice entrepreneurial québécois. Depuis 2009, ce document est une référence indispensable pour prendre le pouls de l'entrepreneuriat au Québec. Il est encore plus d'un an après le début de la pandémie. Parmi les informations recueillies, on voit que de nombreux propriétaires d'entreprises ont été fragilisés par la pandémie, mais ils tiennent le coup. La grande majorité d'entre eux ont ajusté leur modèle d'affaires et estiment ne pas être en risque de fermeture. Je salue leur capacité d'adaptation remarquable et leur rapport à la création de richesses partout au Québec. L'Indice 2020 fait aussi ressortir que les mesures de soutien gouvernemental ont contribué au maintien des activités entrepreneuriales. Depuis le début de la crise, j'ai été à l'écoute de nos entrepreneurs. On a tout mis en œuvre pour répondre aux besoins des entreprises. On a adapté et bonifié notre aide en fonction de l'évolution de la pandémie en mettant en place plusieurs programmes de soutien financier comme le PACT, le POPME et la RAM. On a aussi récemment créé un nouveau volet au programme ESSOR, le Sprint. On espère que ça pourra faire exploser les investissements de grandes entreprises et accélérer la relance. Nous continuons à être à l'écoute des besoins de nos entreprises et d'adapter nos interventions. Parmi les autres éléments révélés par l'Indice, on peut constater l'intérêt que portent les jeunes et les nouveaux arrivants à l'entrepreneuriat. On voit aussi une évolution marquée des femmes à la tête des entreprises québécoises, alors que la parité entrepreneuriale progresse. Je remarque aussi que la grande majorité des propriétaires sondés souhaitent innover davantage. Ce sont de bonnes nouvelles, car ces constatations rejoignent directement notre plan de match économique. Je veux accélérer les investissements en entreprise, notamment en innovation, en productivité et en numérisation, attirer plus d'investissements étrangers et augmenter nos exportations. On travaille sur plusieurs gros projets qui touchent à nos 3 priorités, comme les zones d'innovation. On continuera aussi d'accompagner nos entrepreneurs, comme dernièrement avec l'annonce du réseau Accès Entreprises Québec, la porte d'entrée vers les services et les organismes voués aux entrepreneurs. Bref, je veux accélérer le développement économique et poursuivre l'appui du gouvernement aux entrepreneurs qui créent de la richesse partout sur le territoire du Québec. Je tiens à remercier le réseau Mentorat pour l'élaboration de cette 12e édition de l'Indice entrepreneurial québécois. Merci. C'est nous qui vous remercions, M. Fitzgibbon, et à toute l'équipe du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Vous savez, nous sommes fiers aussi cette année d'accueillir pour la première fois l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec se sont joints en 2020 à titre de partenaire majeur de l'Indice. Alors, pour nous dire quelques petits mots, j'invite Mme Geneviève Motard, présidente et chef de la direction. Merci. Bonjour à tous.
Il est tout naturel pour l'Ordre des CPA du Québec de s'associer à la démarche de l'indice entrepreneurial, pour la simple et bonne raison que les 40 000 CPA du Québec se tiennent toujours debout à côté de nos entrepreneurs pour les aider et les guider, que ce soit dans les bons moments, dans ceux plus difficiles ou encore comme aujourd'hui, quand rien n'est normal. Cette année, plus que jamais, l'expertise et l'expérience de CPA a été très en demande. On pense à nos CPA qui ont aidé à revoir les modèles d'affaires, réviser les stratégies ou encore même parfois assurer la pérennité et la survie des entreprises. La reprise va être longue, sinueuse, difficile, mais j'espère qu'elle va permettre aux entrepreneurs québécois de rebâtir des grandes entreprises, quelque chose d'encore plus grand que nous tous. La flamme entrepreneuriale est très vive au Québec, malgré la tempête, et elle aura toujours l'appui de tous les CPA. Bon événement. Merci beaucoup, Madame Motard, très apprécié. Alors, vous savez, l'indice, depuis 2014, était produit avec quelqu'un qui m'était cher. J'aimerais saluer parce qu'il nous a quittés en septembre dernier. Mihai Bănescu, chercheur à l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale. Alors, on lui a dédié cette édition de l'indice 2020 en sa mémoire. Depuis 3 ans aussi, j'ai une fidèle collaboratrice avec qui j'ai le plaisir de travailler l'indice, bien branché sur l'économie, bien branché sur l'écosystème entrepreneurial québécois. Et moi, j'aimerais vous présenter Audrey Azoulay, donc, qui est économiste, fondatrice d'ILO Pertinaire, puis co-auteur avec moi de l'indice en 2020. Bonjour Audrey, merci d'être avec nous. Merci. Alors, ensemble, on va vous présenter 2 séquences de faits saillants de l'indice. Alors, nous, on serait prêts, on amorce quelques-uns de ces chiffres-là tout de suite, Audrey? Parfait. Parfait, allons-y. Donc, on y va avec une première présentation des chiffres. Donc, l'indice, vous savez, c'est 4 grands indicateurs pour mesurer notre dynamisme, nous, population québécoise, en matière d'entrepreneuriat. Avoir l'intention de vouloir créer ou reprendre un jour une entreprise, des démarches concrètes, être propriétaire, puis avoir fermé une fois dans sa vie une entreprise. Ce qu'on peut voir depuis 2009, c'est une très forte accélération des taux d'intention de démarche, mais 2020, ce qu'elle nous a fait vivre, c'est un recul, une correction importante de ces taux-là, donc comme on en voyait en 2013. Correction des propriétaires que vous voyez en 2015, c'était dû à un changement méthodologique. Donc, je voulais juste le préciser pour ceux qui aiment beaucoup les chiffres. Si on regarde notre prochaine diapositive, voyez les taux d'intention des marches, le recul entre 2019 et 2020. Hein, on perd un bon 4 points de pourcentage, au moins un point et demi au niveau des démarches. Ce recul-là, il est majoritairement causé par un retrait, je vous dirais un repli des groupes de 35 ans et plus, que la pandémie a beaucoup rendu plus fragile ou plus prudent, je dirais. On a vu aussi un taux de propriétaire qui a continué à baisser. Ce n'est pas la première année où il baissait. Puis contre toute attente, vous me direz, on a un taux de fermeture qui baisse aussi. Pour ceux qui font les maths, ça pourrait sembler bizarre, mais vous savez, on a eu des aides exceptionnelles des gouvernements auprès des entreprises, des citoyens. Puis ce qu'on croit, c'est que ça semble avoir mis un certain moratoire sur les fermetures. Donc, 2021 pourrait amener une certaine correction à cet égard-là. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'on peut compter sur des groupes sociodémographiques qui peuvent assurément nous aider pour la suite des choses. Alors, Audrey, je te passe la parole. Merci, Rina. Alors, vous venez de l'entendre, la crise pandémique a entraîné une baisse des taux, mais effectivement, on a toutes les raisons de rester positif en ce qui concerne la réserve entrepreneuriale. C'est ce qu'on appelle, c'est le potentiel en fait de futurs entrepreneurs. Et la bonne nouvelle provient d'abord des jeunes. Vous le voyez ici sur cette diapo. On a 34,6% des jeunes qui ont l'intention de créer ou de reprendre une entreprise à plus ou moins long terme. Ils étaient 30,8% à l'être en 2019. On a aussi, vous le voyez, une hausse du côté des démarches et des propriétaires. Alors, les motivations d'entreprendre restent multiples, mais il est clair que la fragilité du marché du travail a poussé plus de jeunes cette année à développer leurs projets d'entreprise. Du côté des femmes, maintenant, qui aussi ont participé à notre positivisme, vous voyez ici sur le graphique, c'est le nombre, ce sont les femmes nouvellement propriétaires, c'est-à-dire qui ont commencé leur activité entre janvier et décembre 2020, donc essentiellement pendant la crise. Vous avez 17,3% des femmes
propriétaires qui le sont donc depuis moins d'un an. En 2019, cette part était de 10% seulement. Vous avez un peu plus tard dans la programmation un événement, un atelier sur l'entrepreneuriat féminin et vous aurez un peu plus d'explications à cet égard pendant cet atelier. Ensuite, dernier profil sociodémographique qu'on voulait vous présenter, c'est celui des immigrants. Alors, vous voyez ici, on compare les non-immigrants avec les immigrants. 28% de la population immigrante sondée ont l'intention de créer une entreprise. C'est en baisse par rapport à l'année dernière, mais les immigrants contribuent encore toujours plus à la réserve entrepreneuriale que les non-immigrants. C'est comme l'année passée, en fait, c'est 2 fois plus que les non-immigrants. On le voit aussi au niveau des démarches et des propriétaires. Dernier élément qu'on voulait vous présenter, ce sont les taux par secteur. En général, la structure industrielle ne bouge pas beaucoup, mais étant donné le caractère inédit de cette crise, on soutenait effectivement certaines évolutions et on a des variations significatives pour 3 secteurs. Alors d'abord, la construction avec une baisse très claire à toutes les étapes actives de la chaîne. On a aussi une baisse au niveau du commerce de détail, qui est néanmoins plus modérée que ce qu'on aurait pu prévoir, mais une baisse. Et par contre, on a une hausse très nette dans le secteur de l'agriculture, foresterie, chasse et pêche, avec un taux de démarche qui a progressé, vous voyez, de 3 à 4%, et un taux de propriétaire qui est passé de 2,8 à 4%. Ce sont des hausses tout à fait significatives. Merci beaucoup, Audrey. Et puis, pour terminer ce premier segment-là, l'indice mesure aussi la culture entrepreneuriale. À quel point l'entrepreneuriat est légitime, désirable. Les grands indicateurs restent stables, même si l'année 2020 a rendu le métier peut-être un peu moins optimal, on en conviendra. Ce qu'on reconnaît encore plus fortement que jamais en 2020, c'est l'importance de l'entrepreneuriat. Vous voyez les deux chiffres qu'on voit là. C'est l'importance de l'entrepreneuriat pour le développement local et la prospérité des régions. 80% en 2019, 87% en 2020. Alors, ce qu'on reconnaît ici, c'est la nécessité de l'entrepreneuriat pour se développer. Ça, c'est le fruit de plusieurs années de travail par nombre d'entre vous qui nous écoutez. C'est ce qui permet de conserver une belle culture entrepreneuriale forte en ce moment même, en temps un petit peu plus difficile. Alors, on va se retrouver, Audrey, un tout petit peu plus tard, parce que c'est bien beau les chiffres, mais on va plutôt enchaîner avec un panel, ça va les faire vivre. Moi, j'aimerais bien inviter Catherine Sanson. Alors, Catherine, tu es avec nous. Tu es directrice principale, communication et rayonnement Québec de la Caisse de placement et dépôt du Québec, grand partenaire depuis longue date aussi de l'Indice. Merci d'être avec nous, Catherine. Merci de l'invitation. Puis moi, je te laisse nous guider pour la suite de ce segment. Merci beaucoup, Rina, et j'en profite ce matin d'abord pour saluer tout le monde qui est présent en ligne. Vous savez, on avait l'habitude de faire cet événement-là avec le mot maintenant galvaudé présentiel. On espère vous revoir en personne très prochainement, mais du moins, la technologie nous permet de rejoindre un plus grand nombre de participants. Alors, on est très heureux de s'y associer. Merci à toute l'équipe qui a organisé cet événement. C'est quand même beaucoup de travail aussi de la part de tout le monde. Et alors, encore une fois, je suis très heureuse de représenter la Caisse aujourd'hui. Pour animer ce panel, la Caisse qui est partenaire de l'Indice entrepreneurial depuis déjà 2010. Et évidemment que l'année dernière a marqué un peu tout le monde. On était très soucieux de renouveler notre partenariat pour justement prendre le pouls de l'écosystème entrepreneurial, puisque la Caisse a comme mission aussi de soutenir le développement économique du Québec. Et on sait que l'entrepreneuriat est un levier important de croissance pour notre économie, en particulier à travers toutes les régions du Québec. Alors, trêve de présentation, je vais inviter dès maintenant nos panélistes à se joindre à moi pour commenter les résultats de l'indice. Donc, un panel en 2 temps. D'abord, je m'entoure de M. Pierre Duhamel, directeur général du réseau Mentorat. Bonjour, M. Duhamel. M. Louis Cisneros, directeur de l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale au HEC Montréal. Bonjour, M. Cisneros. Bonjour. Et M. Jean-Marc Léger, président et fondateur de Léger. Bonjour, M. Léger. Oui, bonjour. Alors, merci, messieurs, d'être avec nous. Je vais commencer par poser une première question à M. Duhamel. Donc, vous suivez les résultats de l'indice, évidemment, depuis plusieurs années. Quelles sont vos impressions générales à propos des résultats de l'année 2020? Et je crois que, comme tout bon événement, on va devoir vous demander d'ouvrir votre micro, M. Duhamel. Tellement une meilleure idée. Voilà. C'est un classique. Excusez-moi. Ouais, c'est un classique. Quand on parle de la pandémie, on parle d'un choc terrible pour l'économie et pour les entrepreneurs qui ont été face à des vents contraires.
comme ils n'en ont pas vu ou comme ils n'en ont jamais vu. Mais moi, ce que je constate quand même, c'est que de façon générale, on voit une accélération d'un certain nombre de tendances. On a dit que depuis le début de la pandémie, il y avait des tendances au niveau du télétravail, au niveau du commerce électronique, au niveau de la numérisation de l'économie en général. Mais au niveau des tendances de l'entrepreneuriat, moi, j'ai trouvé ça assez presque étonnant même. Première tendance, le Québec aime l'entrepreneuriat et ses entrepreneurs. Le 80% de l'année dernière, là, qui trouvaient qu'ils avaient un bel apport au niveau des régions puis de la prospérité, tout ça, c'est beau, mais c'était déjà assez fort les autres années. Et cette année, on passe à 87. Donc, une hausse substantielle. Malgré une année épouvantable, entreprendre, c'est le choix optimal pour le plus du tiers des Québécois. On aurait pu croire que vite un emploi bien assuré, bien confortable. Non, il y en a qui, le rêve encore, il est encore là, le rêve d'entreprendre, d'avoir sa propre affaire à soi. Le ministre, deuxième tendance, la capacité d'adaptation des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est vit avec l'incertitude et avec le risque. Si vous n'êtes pas prêt à ça, changez de métier et vite. Malgré des risques épouvantables, encore une fois, les entreprises, cette année, se sont diversifiées au niveau des produits, au niveau des services, au niveau de comment rendre leurs services. On a vu une hausse appréciable au niveau du commerce électronique. Et encore plus étonnant, les entrepreneurs, cette année, sont plus nombreux à vouloir faire l'acquisition d'une entreprise existante ou à lancer une nouvelle entreprise. Alors, vraiment, les entrepreneurs, c'est du monde qui sont faits solides. Le troisième élément que moi, j'ai trouvé très important, c'est qu'on assiste à un renouvellement de la base entrepreneuriale du Québec, au niveau générationnel, mais aussi au niveau socio-démographique. On le voit, au niveau des nouvelles entreprises, les hommes et les femmes étaient à peu près à égalité depuis déjà quelques années. Là, on voit là, que les femmes commencent à prendre le dessus. Et c'est sensible. Malgré un tassement de leurs intentions et de leurs démarches en vue d'entreprendre, on constate que les immigrants ont encore 2 fois plus ce désir de devenir propriétaire d'entreprise que les natifs. Et troisième élément, si au niveau des 35 ans et plus, on s'est refroidi un peu avec l'entrepreneuriat, on a trouvé que les eaux étaient un petit peu trop froides et c'était un petit peu trop risqué de plonger chez les jeunes. Ça a même augmenté. Et ça, là-dessus, je pense que Jean-Marc Léger a beaucoup d'éléments à ajouter. Alors, moi, je trouvais finalement, il y avait malgré tout de bonnes nouvelles qui vont contribuer à changer l'économie du Québec et puis de façon peut-être un petit peu plus accélérée qu'on le croyait au début. Et ma foi, vous dégagez un certain optimisme. C'est plutôt rafraîchissant ce matin d'entendre une opinion positive de ce qui s'en vient. Puis peut-être, dernier point à préciser, s'il y avait un point de vigilance dans les résultats de l'indice cette année, lequel vous pourriez pointer? Vous savez quoi, Catherine? Moi, je pense qu'en entrepreneuriat, les points de vigilance, c'est à tout moment puis à tous les jours. Alors, chaque entrepreneur, chaque nouvel enjeu pose des défis particuliers. Pour le Québec en particulier, moi, je pense que c'est toujours plus difficile. Vous savez, les Québécois, puis encore une fois, j'ai contribué avec Jean-Marc Léger et Jacques Nantel au Cas de Québec. Les Québécois, entre leurs intentions et leurs actions, il y a toujours un petit décalage. Alors, ce qu'il faut, c'est permettre à ces gens-là qui rêvent d'entrepreneuriat, mais de rendre leur rêve possible, en tout cas de contribuer à rendre leur rêve possible. Merci, M. Duhamel. On se retrouve plus tard, justement, pour une conclusion en groupe et ça me fait un excellent lien vers M. Léger, puisqu'on a mentionné le Code Québec. M. Léger, spécifiquement, j'aimerais que vous nous parliez des jeunes
bon, pas les jeunes de cœur, là, les jeunes en âge, parce que j'aimerais que vous nous traciez peut-être l'historique au fil des ans. Il y a une tendance qui a changé l'année dernière de ce qu'on voyait dans les années auparavant, là, dans les résultats de l'indice. Oui, exactement. Je vais juste répondre à la question que vous avez lancée à Pierre avant. Le plus difficile pour un entrepreneur, c'est pas de réussir, c'est de réussir à tous les jours. Fait qu'il faut réussir sans arrêt, hein? C'est sans arrêt. Mais chez les jeunes, c'est ça, à mon avis, le facteur, la nouvelle de ce sondage-là. Nous, on est fiers d'avoir contribué à ça. Pierre et Irina sont des chefs d'orchestre extraordinaires derrière cet indice-là. Pour le voir en tendance, vous savez, un sondage, c'est une photo d'un événement. Ce qu'on aime, c'est de voir le film de l'événement. En 2009, la première fois qu'on a mesuré ça, seulement 6 % des Québécois voulaient être entrepreneurs. On était les derniers au Canada. Aujourd'hui, à un peu plus à près de 17 %, on se retrouve dans le peloton de tête. Il s'est passé quelque chose au Québec. Oui, la culture entrepreneuriale est beaucoup plus positive qu'elle l'était. Oui, le Québécois qui est reconnu comme étant un créatif, un patenteux, a changé, a évolué. Parce que vous savez, on est devenu un entrepreneur, mais un entrepreneur, là, c'est inventif. Prenez le Cirque du Soleil, on a réinventé le soleil. Les dépanneurs, avec Couche-Tard, on a réinventé le dépanneur. Les pharmacies, Jean Coutu, ont réinventé la pharmacie. On est devenu, dans le fond, d'un peuple créatif à un peuple d'entrepreneurs. Mais le vrai facteur de fond, c'est l'arrivée des milléniaux, qui est la génération la plus entrepreneuriale de l'histoire du Québec. On parle de 35 %, 1 sur 3 qui veulent lancer leur entreprise et surtout le 15 % qui ont déjà démarré, qui ont déjà fait des démarches. Et ça, c'est un facteur majeur parce que vous savez, aujourd'hui, cette année, les milléniaux sont majoritaires en termes de nombre de personnes. Ça veut dire qu'ils influencent la société. Ils sont plus éduqués, plus riches à cause du transfert d'argent des baby boomers et surtout plus technologiques. Toutes conditions gagnantes qui permettent à ces jeunes-là de se lancer en affaires. Mais il y a un sous-facteur important aussi, puis là, on va créer un peu de débat avec ce que je vais dire, c'est que pour les jeunes, l'argent n'est plus péché. C'est un facteur de fond pour être entrepreneur. Oui, il y a un rôle sociétal, oui, il y a un rôle d'accomplissement personnel, mais il faut aussi vouloir à faire de l'argent. Les baby boomers à 20 ans, seulement 45 % disaient que faire de l'argent est important dans leur vie. Les X interrogés à 20 ans, 55 % disaient que c'est important de faire de l'argent dans leur vie. Les milléniaux, c'est 75 % qui disent que c'est important de faire de l'argent dans leur vie. Et la différence pour un Québécois par rapport au reste du Canada, c'est que faire de l'argent, ce n'est pas une fin en soi. C'est vivre des expériences. On ne veut pas accumuler de la richesse comme le Canada anglais. Ce qu'on veut, c'est se servir de l'argent pour vivre des expériences. Et l'entrepreneuriat est au cœur de ça. Merci. Donc, la prise de risque, c'est plus nécessairement un frein. Non, exactement. La peur du risque est beaucoup moins élevée dans la nouvelle génération que la génération précédente. Ils n'ont pas peur de vivre parce qu'ils n'ont pas un parcours linéaire dans leur vie. Vous savez, la génération de mes parents, c'était métro, boulot, dodo. La jeune génération, c'est pas ça. Elle s'en va à l'école, elle quitte l'école, elle s'en va à un premier travail, elle change de travail, ensuite elle retourne à l'école. Vous savez, et même une journée est un peu déstructurée. Ils n'ont pas un parcours linéaire, ils n'ont pas peur, ils veulent vivre différentes expériences. D'ailleurs, au moment où on se parle, plus de 35 % des jeunes veulent quitter leur emploi. Vous imaginez, là? Ce n'est pas facile de retenir ces jeunes-là qui veulent se lancer en affaires. Bien, c'est sûr que ça crée un enjeu pour les entrepreneurs que leurs employés les quittent, mais ça va peut-être faire du bien à l'écosystème entrepreneurial. Alors, j'imagine que tout ça finit par se balancer. Merci, M. Léger. Donc, on se retrouve pour la conclusion. M. Cisneros, j'aimerais qu'on discute ensemble de cette fameuse réserve entrepreneuriale, ce que l'indice a qualifié de réserve, qui se maintient grâce à l'intérêt des femmes et des personnes issues de l'immigration pour l'entrepreneuriat. Donc, pouvez-vous peut-être nous tracer un portrait un peu plus précis de ce qu'on entend par réserve entrepreneuriale? Oui, compte tenu des résultats présentés, il faut se réjouir que nous puissions, malgré les contextes de la crise actuelle, compter sur une relève ou une réserve entrepreneuriale portée en grande mesure, comme vous l'avez dit, par la diversité. Si on voit l'indice entrepreneurial de 2009, c'est le premier, l'intention entrepreneuriale des Québécois a presque triplé dans les 10-12 dernières années, mais ce n'est pas le cas du passage à l'action, ça veut dire de la création d'entreprises. Ça veut dire que notre écosystème est très porté sur la désirabilité plutôt que sur la faisabilité. Ce n'est pas le cas dans la majorité des pays occidentaux où les intentions entrepreneuriales prédisent les passages à l'action. Plus il y a des intentions, plus il y a des passages à l'action. Pourquoi chez nous, ce n'est pas le cas? Ça veut dire, comme j'ai dit, que
on a fait beaucoup d'efforts et ces efforts se sont traduits bien sûr en création d'entreprises, mais surtout en intention. Et il y a un décalage, comme Pierre l'a mentionné. Cette année, on voit que dans les cas de l'entrepreneuriat féminin, il y a eu un rebond, mais ce n'est pas le cas pour les immigrants, bien qu'ils aient les taux d'intention et des démarches les plus élevés, quasiment les doubles par rapport aux personnes actives. Donc, les immigrants, les entrepreneurs immigrants, ou les personnes qui veulent devenir entrepreneurs, ont l'intention, mais il y a quelque chose qui freine ces passages à l'action. Comme acteur de cet écosystème entrepreneurial québécois, je pense que nous devons faire une analyse des facteurs qui ont favorisé l'entrepreneuriat féminin. Et c'est clair qu'il y a des stratégies qui ont été prises et mises en action au niveau provincial et fédéral pour soutenir les organismes qui vont appuyer l'entrepreneuriat féminin. Et comme le ministre a dit, ça s'est traduit sur un rebond de l'entrepreneuriat féminin. Donc, il faut bien décortiquer tous les facteurs qui ont fait ces rebonds de l'entrepreneuriat féminin, essayer de dire comment est-ce qu'on peut les maintenir, mais aussi réfléchir à ce qu'on peut faire pour mieux soutenir l'entrepreneuriat immigrant. L'entrepreneuriat immigrant, ce n'est pas d'augmenter, mais on a une réserve. Mais une réserve sert si on l'utilise. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces intentions des immigrants reviennent des actions, pour qu'on fasse un passage à l'action? Je pense à 3 mesures qu'on peut ou à 4 mesures qu'on peut adopter rapidement. Par exemple, la majorité des soutiens, des subventions ou des programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs ont une âge limite, qui c'est normalement 35 ans. Or, les autres indices ou les autres éditions de l'indice, comme cette édition, montrent que les entrepreneurs en moyenne vont créer l'entreprise entre 35, 36, 37 ans en moyenne. Donc, cette barrière va limiter les passages à l'acte des immigrants. Une autre chose qu'on peut faire, c'est que dans la grande majorité des soutiens, subventions et programmes d'accompagnement, on va te demander la résidence permanente ou la nationalité. Or, les universités regorgent d'étudiants internationaux qui veulent créer leur entreprise, mais ils sont un visa d'étudiants. Donc, ils n'ont pas accès à 99% des soutiens qui existent dans l'écosystème pour se lancer en affaires. Une autre, c'est multiplier les activités de réseautage pour aider les entrepreneurs immigrants ou les immigrants qui veulent devenir des entrepreneurs à mieux insérer dans notre écosystème. Et une quatrième, je pense qu'il faut plus soutenir davantage les organismes qui se spécialisent à aider les entrepreneurs immigrants à créer leur entreprise et à faire ces passages à l'action. Merci beaucoup, M. Cisneros. C'est très éclairant. J'espère que ceux qui nous écoutent ont pris des notes sur peut-être les priorités à adresser. On pourra y revenir justement au moment de la conclusion. Je vais poursuivre la discussion maintenant avec 2 autres partenaires du réseau Mentorat et de l'Indice, c'est-à-dire la Banque nationale et Ange Québec, des gens qui ont été directement en contact avec des entrepreneurs au cours de la dernière année. Donc, j'accueille d'abord Mme Geneviève Tanguay, présidente directrice générale d'Ange Québec. Bonjour, bon matin. Bonjour, merci d'être avec nous. Et nous accompagne ici Stéphane Achard, premier vice-président à la direction entreprise et assurance à la Banque nationale. Monsieur Achard, bon matin. Bon matin à vous. Encore une fois, merci de votre présence parmi nous. On sait que vous êtes tous des gens très occupés. Enfin, la dernière année vous a tenu, j'imagine, très occupés. Et je vais commencer par vous, Mme Tanguay, si vous voulez. J'aimerais peut-être que vous nous brossiez le portrait de votre dernière année en matière de soutien aux entrepreneurs, parce qu'il y a eu, certains d'entre eux qui ont vécu des bas, mais aussi des gens qui ont connu des hausses d'activité et des croissances. Il y a eu des opportunités aussi à travers la crise. Alors, comment ça s'est passé pour vous, là, du côté d'Ange Québec? Absolument, avec plaisir. Donc, chez Ange Québec, vraiment, on accompagne les entrepreneurs dans la création d'entreprises avec des investissements qu'on appelle en capital de risque, avec nos 230 anges qui sont partout présents au Québec. Donc, tout comme le reste de l'industrie du capital de risque, on a vu en 2020 un recul assez important. On a vu les statistiques qui ont été publiées, moins 70% des montants investis durant l'année. Ça a été la même chose observée sur le terrain au niveau des investissements dans la création des nouvelles entreprises. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment une reprise qui se manifeste, donc une accélération de cette activité-là dans le premier quart de 2021. Alors, on est assez optimiste au niveau des statistiques d'investissement dans la création des nouvelles entreprises.
Chez Ange Québec, on a vraiment une lunette un peu plus précise vers l'innovation, la technologie, les jeunes entrepreneurs. Alors, je dois vous dire qu'on observe et on voit cette ébullition-là parce qu'il y a plusieurs secteurs qui actuellement s'accélèrent dans leur développement. On peut penser à tout ce qui touche la digitalisation, le secteur de la santé, l'éducation. Alors, nous, on revoit vraiment une reprise des investissements qui se font à travers la lunette de Ange Québec sur le terrain. Merci, M. Achard, du côté de la Banque nationale. Comment vous pourriez résumer la dernière année là, en termes de mesures de soutien aux entrepreneurs, des actions que vous avez prises? Je vais vous dire, à la blague, j'ai dit à Louis Vachon, notre président, que c'était ma dernière récession. Mais essentiellement, très sincèrement, le constat que je pose, c'en est un de résilience assez impressionnante de nos entrepreneurs. Je pense que ça a été une année difficile et les sondages que vous présentez, je pense que quand on voit l'indice de l'apport économique aux collectivités passer de 80 à 87 %, bien, pour moi, c'est le message que les gens ont réalisé en voyant des entreprises tomber, des entreprises en difficulté, puis des entreprises dont les portes sont fermées pendant 2-3 mois. Les gens ont réalisé quelle est l'importance que l'entrepreneuriat a dans une économie parce que c'est le cœur, c'est la richesse d'une société. Alors, je ne suis pas surpris d'avoir vu cette hausse-là. La dernière année, elle a été beaucoup passée, évidemment, à appuyer nos entreprises. Puis dans ce sens-là, moi, je rends hommage au MEI aussi, avec Investissement Québec, le travail qui a été fait en collaboration avec Ange Québec, avec les prêteurs et ainsi de suite. On est la seule province canadienne qui a une banque d'investissement provinciale. Donc, non seulement on a eu l'aide du fédéral dont tout le monde a entendu parler, mais on a eu la présence d'Investissement Québec puis des acteurs économiques. Ça nous a fait une différence importante d'avoir cette présence-là d'IQ aussi sur le terrain. Nos chiffres montrent que les faillites sont en décroissance en ce moment au Québec par rapport au reste du Canada sur une base relative. Et ça, c'est une très bonne nouvelle alors qu'on a été sévèrement frappé par la pandémie. Monsieur Achard, j'aimerais poursuivre la discussion avec vous concernant l'entrepreneuriat en région. On l'a vu dans les résultats de l'indice, il y a un retour, si on veut, dans le secteur d'activité, j'ai envie de dire, traditionnel, l'agroalimentaire, la foresterie. À la Banque nationale, est-ce que vous l'avez senti, ça, le retour de l'entrepreneuriat en région? Quelle lecture vous faites? Oui, dans le fond, on l'a senti évidemment parce que Montréal a été plus durement frappé. Je vous dirais que moi, j'ai surtout vu la disparité entre les différentes provinces canadiennes. En région, ça s'est très bien fait sentir aussi. Beaucoup d'activités de fusion et acquisition. Donc, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont dit c'est le temps d'y aller. Puis, même si nos chiffres sur l'intention montrent qu'il y a encore un décalage entre l'intention et l'action, le passage à l'action, la réalité, c'est que ceux qui sont déjà nos entrepreneurs ont saisi les opportunités de racheter des entreprises. Donc, on voit une activité assez sans précédent en matière de fusion et acquisition, dont beaucoup de ça se passe en région, très sincèrement. Le seul endroit où moi, où je m'explique un peu moins bien, très sincèrement, les chiffres, c'est le secteur de la construction. Alors, je pense que le secteur de la construction, si on a vu peut-être des chiffres un peu moins positifs, c'est possiblement la difficulté d'accéder à la main-d'œuvre beaucoup plus que la réelle activité économique, parce que c'est un secteur qui a quand même très, très bien performé dans la dernière année et qui continue de le faire et qui porte à 18 % du PIB, là, qui porte l'activité économique québécoise. Merci, M. Achard. Madame Tanguay, vous l'avez mentionné, Ange Québec souhaite soutenir particulièrement les entreprises dans le domaine des technologies. Comment, justement, favoriser le développement d'entreprises technologiques en région? Alors, en fait, il n'a jamais été aussi facile. Ce qui est intéressant dans le contexte de la pandémie, c'est la démocratisation de l'accès au financement du capital de risque pour les régions. Alors, par exemple, chez Ange Québec, il n'a jamais été facile pour nous de voir l'innovation qui est en région. Et quand on dit là, technologique, c'est vraiment l'innovation au sens large. Ça peut toucher l'innovation des matériaux. On peut vraiment être aussi au niveau de l'innovation dans l'agriculture. Alors, le mot technologique s'applique à plusieurs secteurs. Alors, sur le terrain, par exemple, hier, on a passé une partie du temps sur la région entourant la région de Québec et on observe que chez nos partenaires, les accélérateurs, les incubateurs,
on a des remontées de près de 30 d'accompagnement en incubation de ces entreprises-là. Alors, ce qu'on observe, nous, vraiment, c'est que on voit que l'activité entrepreneuriale en région se démocratise, surtout par l'accès au financement qui était historiquement réservé dans les grands centres urbains, Montréal, Québec, vers les écosystèmes Sherbrooke et autres. Mais maintenant, il n'y a jamais été aussi facile de présenter un projet en mode virtuel et puis d'accéder à ces investisseurs-là qui se rassemblent autour, dans le fond, de l'entrepreneuriat maintenant. Merci beaucoup, Mme Tanguay. Je vais maintenant inviter tous nos panélistes à me rejoindre virtuellement, bien entendu. Peut-être pour un dernier mot de la fin, encore une fois, merci beaucoup de votre générosité d'avoir participé à ce grand panel. Vous me voyez très heureuse de vous entendre dire des choses positives. Je pense que le fameux slogan « ça va bien aller », je pense qu'il s'applique aussi à l'entrepreneuriat québécois. Peut-être un dernier tour de table avant de se quitter sur, sans dire que vous avez des boules de cristal, comment anticiper, si on veut, les prochains mois, du moins comment s'assurer de maintenir notre culture entrepreneuriale vive et dynamique. Et là, on peut y aller au hasard. Ben, moi, je peux peut-être donner un petit commentaire sur. On a beaucoup de gens de la France qui nous écoutent là, sur la différence fondamentale entre le Québec et la France face aux affaires. On a mentionné depuis tout à l'heure la différence entre l'intention et l'action. Ça, c'est un écart important. Au Québec, sur plein d'aspects, comme Pierre Duhamel disait, on a beaucoup d'intentions, mais on fait moins de démarches, alors qu'en France, c'est davantage. À l'inverse, le taux qui est le plus difficile, quand moi je mesure ça, c'est le niveau de fermeture. Il y a quand même 12% des entrepreneurs qui ont fermé. Puis il y a beaucoup d'émotions derrière ça, derrière une fermeture. Hein? Mais là, il y a une différence entre la France et le Québec. En France, quand il y a une faillite ou une fermeture, c'est la honte et souvent la fin d'une carrière. En France, c'est plus d'expérience qui rentre. Vous savez, en affaires, on ne perd jamais. Soit qu'on gagne, soit qu'on apprend. Les entrepreneurs québécois apprennent pas mal. Oui, je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses dans la dernière année, pas juste sur l'entrepreneuriat, mais sur la santé publique en général. Je pense que sur les prochains mois, notre défi, ce sera de bien accompagner ces jeunes, ces milléniaux dont on a parlé. Là. Alors là, ils ont cette intention-là. Je vous dirais, c'est eux qui ont souffert beaucoup dans cette pandémie. Alors, je vais changer le dicton, puis je vais dire la nécessité, c'est la mère de l'intention entrepreneuriale. Alors, aujourd'hui, c'est là qu'on est rendu. Alors, dans les prochains mois, il faudra être là, tous ensemble, pour bien aider ces jeunes-là à devenir les futurs Bouchard, Da Silva, Sirois, Baudouin et compagnie. Et les futurs. Et moi, j'ajouterais, Catherine, qu'on observe, en fait, je pense que le Québec fait ce qu'il faut. Donc, moi, j'observe les nouvelles fréquentes d'annonces de nouveaux fonds d'investissement pour vraiment descendre dans la chaîne de création d'entreprises. Il y a vraiment une mobilisation de l'écosystème. La clé réside vraiment de connecter cet écosystème-là autour d'entrepreneurs. Et puis, moi, je regarde l'attitude actuellement des joueurs dans l'écosystème et les gens sont vraiment en mode collaboration. Alors, je pense que le Québec fait ce qu'il faut. Donc, on va devoir concrétiser cette intention-là vers la création d'entreprises, mais je suis assez optimiste de mon côté. Peut-être M. Cisneros, et on va terminer avec M. Duhamel pour le mot de la fin. Oui, moi, si on revient à ces décalages entre l'intention et l'action, et je salue les différents paliers des gouvernements parce qu'on a vu vraiment une écoute et on a vu par exemple que les mesures qui ont été prises pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, ils sont rendus des fruits, c'est clair, on a vu ça cette année. Donc, mais maintenant réfléchissons, OK, on a une autre réserve entrepreneuriale qui c'est les immigrants. Donc, chez nous, à l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale à Montréal, nous sommes convaincus qu'il faut profiter de cette relance économique qui s'en vient pour bâtir un écosystème plus inclusif. Dire quelles sont les mesures qu'on va prendre pour que cette désirabilité devienne de la faisabilité et que nos immigrants puissent entreprendre ou grandir leurs entreprises. Donc, il faut réfléchir à ça pour continuer à bâtir un Québec inclus. Très bon, très belle image, M. Cisneros. Monsieur Duhamel, on vous laisse le mot de la fin. Oui, deux choses. La première, et c'est la plus importante, quand M. Achard parlait d'accompagnement, je ne peux pas résister à la tentation de dire que nous, au Réseau Mentorat, on est très pour l'accompagnement. C'est même notre métier de base, si je peux dire. Accompagner ces jeunes et moins jeunes nouveaux entrepreneurs en les mettant en lien, en connexion avec des entrepreneurs un peu plus expérimentés, un peu plus aguerris et avec qui
on discute et on chemine ensemble, on partage l'expérience des uns et des autres pour faire quelque chose de grand. Et dans notre propre réseau, ce qu'on a observé cette année, parce qu'on les a sondés aussi dans le cadre de l'indice entrepreneurial, 160 personnes de notre réseau, 87,5% des gens veulent faire croître leur entreprise au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Alors, je ne veux pas attribuer, faire une relation de cause à effet facile entre le fait qu'ils soient accompagnés et le fait qu'il y ait ce résultat, mais l'accompagnement, je pense que c'est une contribution importante. L'autre chose, je reviens encore sur ce que M. Achard disait par rapport à la construction. Moi, je pense que si on avait sondé au mois de mars, les résultats auraient été probablement différents. Il faut se souvenir qu'au début de la pandémie, la construction avait été épouvantablement impactée. Là, la construction résidentielle, les grands projets, tout était arrêté. Là, c'est repris. Et si on observe quelque chose, c'est qu'il y a peut-être même une surchauffe au niveau de la construction. Et ce qui fait en sorte que ceux qui ont des projets entrepreneuriaux, parce que c'était là la question, ils n'ont même pas le temps d'y penser. Ils prennent les contrats qui leur sont offerts parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes dans le domaine de la construction à l'heure actuelle. Merci beaucoup, bon, Daniel. Puis Catherine, si vous me permettez de dire un petit mot. Oui. On résume le sondage en 2 mots pour ceux qui nous écoutent. C'est ambition et inclusion. C'est ça l'indice cette année. Alors, tout est dit. Rina, je veux remercier mes invités et je te cède maintenant la parole. Un grand merci, Catherine. Effectivement, on va se retrouver dans peu de temps. Moi, avant de vous présenter l'autre séquence, je voudrais vous parler de 13 partenaires qui, grâce à eux, ont rendu la cueillette de l'indice encore plus magnifique et inclusive. J'aimerais les nommer. Ange Québec, Centre de transfert d'entreprise du Québec, l'École des entrepreneurs du Québec, Entreprendre ici, on parlait de diversité, Femmes Essor, Groupe 3737 également, Groupement des chefs d'entreprise, HEC, Ose entreprendre, Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, Réseau des femmes d'affaires du Québec, nous-mêmes au Réseau Mentorat, les villes de Montréal et les villes de Québec. Je m'en voudrais de ne pas les mentionner parce que c'est parce qu'on travaille ensemble, c'est pas anodin, qu'on peut arriver à de tels résultats et avoir une si grande lecture du Québec entrepreneurial. Donc voilà. Autant la première portion était des faits saillants présentant la grande chaîne entrepreneuriale, autant là, j'aimerais ça vous amener dans un petit peu plus pointu. Comment vont particulièrement les entreprises, les entrepreneurs. Puis Audrey, tu es toujours avec nous. Ce sera toi qui vas pouvoir amorcer ce segment-là. Donc, bonjour, rebonjour Audrey. Alors, je te laisse y aller. Parfait, merci Rina. Alors, avec peut-être une première diapositive, si on veut bien nous la présenter, merci. Alors, parfait, c'est une question qu'on ne posait pas traditionnellement dans l'indice, mais avec le choc de la pandémie, on voulait évidemment évaluer la résilience des entrepreneurs presque 1 an après le début de la crise et il ressort des résultats que 83% des entrepreneurs, propriétaires d'entreprises, ne craignent pas pour la fermeture de leur entreprise dans le contexte de cette pandémie. Par contre, on a un entrepreneur sur 2 qui reconnaît que son entreprise est fragilisée par la crise et donc qui reste probablement très attentif au maintien de leur activité. Donc, on ne ferme pas, mais on est fragilisé. C'est une donnée importante. Deuxième, merci Diapo. On a néanmoins, dans ce contexte, une autre bonne nouvelle. Ils ont montré en 2020 leur capacité à s'adapter. Et on a 69% des propriétaires, ou si vous précisez, 7 propriétaires sur 10 qui ont adapté leur modèle d'affaires pour rester sur pied malgré la crise. L'indice nous montre qu'ils se sont largement concentrés sur des adaptations qui leur permettent de renforcer leur positionnement commercial et même plus concrètement encore, ils ont tout fait pour poursuivre leur vente. On voit aussi dans le détail des données que les femmes ont été particulièrement dynamiques à cet égard. Prochaine diapo, merci. On voit aussi que les propriétaires d'entreprises sont plus nombreux à être concernés, je dirais, par la nécessité d'innover. Et devant cette nécessité, ils demandent aussi plus d'accompagnement. L'accompagnement, devant même le financement, est apparu comme la première demande de soutien pour mener à des projets d'innovation. Et puis, aussi, c'est dans les plus 70%. Vous montrer. Je vais passer à la prochaine diapo.
Alors, autre aspect aussi qui ont participé à la résilience des entrepreneurs, l'adaptation de leur approche financière. Ici, on vous montre juste les premières avenues financières qui ont été privilégiées l'année passée. On a d'abord l'aide gouvernementale pour 40% des répondants et puis 29% des propriétaires ont dû augmenter leur endettement personnel. Un dernier aspect qu'on vous présente aussi, c'est les 3 premières formes de soutien qui sont espérées par les propriétaires pour participer cette année, l'année qui s'en vient, à la relance. La première, c'est l'allègement fiscal. Ensuite, on a le développement du capital humain et en 3e position, le financement des investissements. Merci beaucoup, Audrey. J'enchaîne avec une dernière diapo concernant la santé des entrepreneurs. Si on peut regarder à nouveau la diapositive, comment ça va? Comment ça va la santé des entrepreneurs physiques, mentales? C'est sûr que ce qu'on remarquait dans l'indice, c'est que les propriétaires sont bien entourés, sans doute avec équipe, réseau, l'expérience aussi, puis peut-être une certaine gêne de dire que ça ne va pas bien. Tout ça fait en sorte que, grosso modo, il nous indique un peu moins que les autres avoir eu recours à certains moyens, entre autres médicaux, psychologiques, pour pallier aux problèmes qu'ils ont pu vivre. Par contre, quand on déplace notre lecture vers nos porteurs de projets, les gens d'intention en démarche, c'est eux qui semblent vraiment davantage avoir été fragilisés par la situation, avoir eu besoin d'avoir recours à certaines aides. Ils sont bombardés d'informations, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas d'équipe, ils sont en train de construire leur propre identité d'entrepreneur. Alors, on a remarqué qu'à cet égard-là, il y a une certaine fragilité, puis en tant qu'écosystème qui accompagne ces nouveaux, ces porteurs de projets-là, on doit faire attention à eux également. Une dernière diapositive, parce qu'on va voir Muriel Koukaï tantôt, fondatrice de Simca, qui, ma foi du bon Dieu, elle a résumé absolument la question, a dit « J'ai compris le sens des mots résilience et persévérance ». Je pense qu'ils ont été plusieurs entrepreneurs à cet égard-là à l'avoir compris. Audrey, je te remercie beaucoup. Tu restes avec nous, parce qu'à 9h45, tu vas animer l'atelier sur la santé des entrepreneurs. Alors moi, Catherine, chose promise, chose due, tu as un 2e panel à animer. Alors, on te laisse nous présenter ces prochains panélistes-là. 3 entrepreneurs qui vont tenter en 25 minutes de nous résumer 1 an de péripéties entrepreneuriales. Catherine? Merci, Rina. Oui, je pense que le mot péripétie est bien choisi. Alors, sans plus tarder, on va débuter la conversation. Je vous présente nos panélistes invités. Annie Rouleau, présidente et chef de la direction de The Unscented Company. Bon matin, Annie. Bon matin. Claudia Goulet, associée chez Combustion Expert Énergie. Bonjour. Bonjour. Et Albert Dangvu, coprésident de Mirego. Merci d'être avec nous, Albert, et bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de l'année 2020, disons, de la crise qui a surgi en mars de l'année dernière, j'aimerais qu'on se reporte au 13 mars 2020. Et je sais que ça a été une journée marquante pour chacun d'entre vous à différents égards. Peut-être d'abord, Claudia, nous exprimer où en était votre entreprise à ce moment-là en termes de défis de croissance, d'opportunités, si je pourrais dire plutôt, et au niveau de ses enjeux aussi. Et on comprend qu'il y aura eu basculement de ces priorités-là au fil de l'année. Oui, tout à fait. En fait, on était depuis les dernières années en forte croissance avec les défis qui viennent avec la main-d'œuvre, les ressources qui sont qui sont peu disponibles. Donc, on entrait, nous, dans une ère de nouveaux processus. On modifiait nos processus, on voulait revisiter nos processus, on voulait faire une année 2020 avec une certaine stabilité au niveau de notre croissance pour un peu plus contrôler nos affaires. Et évidemment, est arrivée la situation qui nous est apparue. Donc, c'est sûr que ça a permis de regarder ces processus-là en profondeur. Ça a imposé un temps d'arrêt qui n'était pas souhaité. Mais on a saisi la balle au bon, puis on s'est repositionné à cet égard-là. Fait que nous, la lancée était bonne, les 3 premiers mois étaient fantastiques, on était bien partis. Bien, on va l'entendre plus tard. La pause forcée vous a quand même permis de réaliser des projets importants pour le bien de l'entreprise. Annie, de votre côté, je sais que vous avez une anecdote spécifiquement pour la journée du 13 mars. Vous étiez à Toronto
dans une réunion très importante et je vous laisse nous raconter le reste de l'histoire. Effectivement, j'étais à Toronto. J'avais une réunion que je pensais d'ailleurs qui était pour être annulée parce qu'on voyait toute la semaine finalement les différentes informations s'accumuler. Mais finalement, non, elle n'a pas été annulée. J'étais assise avec l'acheteur principal chez Loblaws au siège social à Toronto. La rencontre était à 1h15. Elle a eu lieu. Je me suis assise dans le bureau. On a eu le temps de faire notre rencontre et après 1 heure, on a reçu la visite de la sécurité de l'édifice et nous escorter et littéralement barrer la porte du siège social derrière nous à 2h15. Alors, quand je suis embarquée dans la voiture puis je suis revenue à Montréal, je savais que c'était sérieux parce que j'étais sûre que le président de Loblaws avait un peu plus d'informations à ce sujet-là que nous autres. Alors, je suis arrivée à Montréal le soir même du vendredi 13 et j'ai attaché ma tuque avec de la broche numéro 4 parce que ça a été un tsunami. Oui, pour nos auditeurs français, on mettra dans le chat ce que veut dire attacher sa tuque avec de la broche. Monsieur Albert Dangvu, de votre côté, bon, vous êtes dans le secteur des technologies. Ça n'a quand même pas été simple, le virage que vous avez dû entreprendre dans le contexte de la pandémie. Donc, peut-être encore une fois, nous exposer au 13 mars 2020. Vous en étiez où dans vos développements de projets? Ben, c'est sûr que nous, on travaille dans la transformation numérique, donc ça commençait à se passer pour pas mal d'entreprises au fil du temps. Puis avant le 13 mars, le 12 mars ou le 11 mars, ben, les compagnies investissaient beaucoup dans la transformation. Jusqu'à temps qu'on arrive au 13 mars où les gens ont eu peur. Nous autres, c'est sûr qu'on a des clients dans diverses industries. On a des Bell dans le côté consommateur, des Canadiens, des Transat qui sont dans l'aviation, comme vous le savez, puis des groupes Germain. Donc, c'est sûr que le début de la journée était excitant parce qu'on avait des gros projets. La fin de journée commençait à être pas mal plus stressant, tant pour nous que nos clients. Bien, merci pour cette introduction. Donc, le premier sujet de discussion que je voulais aborder avec vous, justement, c'est la notion de pivot. Alors, c'est important de comprendre d'où vous partiez pour voir quel virage vous aviez dû prendre, parce que c'est ce que l'indice aussi nous indique, hein, que plusieurs entreprises, pour vraiment traverser, surtout au début de la crise, pour traverser ces mois-là difficiles, ont dû s'adapter. Donc, Annie Rouleau, dans votre cas, vous êtes donc dans la production de produits d'hygiène, qui était évidemment en forte demande là, au tout début de la mise en place des mesures sanitaires, mais en même temps, ce n'était pas si simple de produire plus. Vous avez eu à faire des choix, à réorganiser d'une certaine façon votre chaîne de production et vos processus d'approvisionnement. Oui, parce qu'effectivement, je vends des produits nettoyants et des soins corporels et puis ça a eu un effet de croissance incroyable à partir du 14. Premièrement, il y a eu l'effet de rareté. On a eu l'impression, les gens ne voulaient pas manquer de savon à main, ne voulaient pas manquer de liquide à vaisselle, ils étaient à la maison. Donc, ça a créé une pression sur ma chaîne d'approvisionnement. Heureusement, en 2011, quand j'ai fondé l'entreprise, dans mon modèle d'affaires, j'avais inscrit que mon entreprise serait basée avec un achat local. Donc, aujourd'hui, 90% de mes fournisseurs sont à l'intérieur d'un rayon de 500 km. Et ça, je le précise parce que ça a pris tout son sens en début de pandémie, parce que cette pression-là que j'ai vécue sur ma chaîne d'approvisionnement, je l'ai vécue avec mes confrères de mon écosystème du Québec, puis on a pu répondre à la demande croissance parce que j'ai appelé Jean-François à Belleuil puis François à Vaudreuil, puis je leur ai tout simplement dit, bon, là, on faut mettre les bouchées doubles, on doit livrer des commandes, puis ça venait de partout, autant les grands donneurs d'ordre que les grands détaillants, les grandes surfaces à travers le Canada. Puis on a eu aussi le gouvernement qui a lancé le cri du cœur d'acheter local. Ce n'était pas juste pour les consommateurs, ça faisait référence à nous aussi, entrepreneurs, de continuer d'acheter local chez nous. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ça a été une grande pression. Ça venait de tous les côtés. Autant le web a augmenté que la demande des détaillants. De votre côté, Claudia Goulet, c'est vraiment la communication interne, en particulier au sein de votre équipe de gestion, là, qui a été un élément clé, si on veut, pour la poursuite de vos activités là, au sein de votre organisation.
Oui, en fait, on a eu l'arrêt de nos activités pendant les 2 premières semaines. Alors, il a fallu faire beaucoup de mobilisation auprès des équipes. Il a fallu garder les gens mobilisés autour de nous. Heureusement, on a déjà en place une culture de collaboration très bien instaurée. On est déjà des équipes bien soudées, donc ça a été quand même assez facile. Mais il a fallu se retourner de bord rapidement, rassembler tout le monde, puis se donner un plan d'action rapide pour assurer la suite. Donc, arrêt des activités, tout le monde à la maison, faut se parler, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, rapidement, on a adopté les plateformes de communication, les Zoom et les Teams de ce monde. Puis là, on a instauré des rencontres hebdomadaires qui sont dorénavant des rencontres qui continuent dans nos activités. Cette rencontre-là qui sont vraiment super importantes parce qu'elles nous permettent de garder une espèce de lecture de ce qui se passe dans notre entreprise à tous les jours, puis pour l'ensemble de l'équipe. Donc, ça a gardé les équipes soudées, ça a gardé les gens aussi en sécurité et bien vraiment exercer une très bonne mobilisation auprès de nos équipes. C'est ce qui nous a permis, nous, de nous retourner, de pivoter, je dirais. Et de votre côté, Albert, la culture d'entreprise, ça fait partie des valeurs fondamentales de Mirego. C'est sur la base de certaines valeurs que vous avez même créé votre entreprise il y a quelques années. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes dans le domaine du numérique et que les gens sont, disons, plus habilités à travailler à distance que ça ne vous a pas préoccupé là, de maintenir ce lien-là de mobilisation au sein de l'organisation. Tout à fait. Bien, c'est sûr qu'on l'oublie parfois, mais en Zoom, on crée des discussions, c'est très transactionnel, on part du point A au point B, mais c'est pas sur Zoom qu'on crée des amitiés. Puis nous, la culture est très de proximité, donc les amitiés, c'est important. Donc, c'est sûr qu'on était déjà adapté pour le travail à distance, vu qu'on travaille tous avec des ordinateurs portables, des laptops depuis longtemps, puis on permet la flexibilité, travail horaire flexible, travail à distance. Mais c'est sûr que quand c'est arrivé, ben, le côté distance physique, mais aussi le côté incertitude, puis anxiété et stress par l'équipe, ça a été des points quand même importants à gérer. Donc, nous, on a instauré des sondages hebdomadaires, en plus des rencontres hebdomadaires avec les équipes pour voir le pouls, comment ça s'est passé ta semaine. On a ajouté du support aux familles de façon virtuelle avec un dialogue, entre autres, pour du support psychologique puis du support médical. Puis pour entretenir le côté proximité au niveau de la culture, bien, c'est sûr qu'on a brainstormé sur des nouvelles initiatives. On a créé des petits clubs d'intérêt que l'entreprise subventionne pour faire des activités à distance. Puis on pouvait les faire sur place, bien, faire des petits barbecues ou des choses comme ça, juste pour que les gens entretiennent le côté amical et non transactionnel. Parce que nous, on l'a vu, les gens travaillaient malheureusement plus, mais le stress augmentait aussi à cause du travail à distance, mais on ne savait pas si les clients allaient rester ou il y avait des changements dans leur budget, puis ils coupaient les projets. Puis s'ils coupent les projets, bien, qu'est-ce qui se passe avec la job ou le workload de chaque personne? Donc, on a focusé beaucoup sur rassurer l'équipe et bâtir la proximité. C'est un bon point que vous amenez, Albert, sur l'importance du facteur humain dans cette dernière crise-là, parce qu'évidemment, c'est d'abord une crise sociale, sanitaire, qui a entraîné des conséquences économiques, mais on l'a tous vécu, évidemment, personnellement, cette situation-là de confinement et de mesures strictes sanitaires. Donc, en tant que chef d'entreprise, je vais peut-être d'abord m'adresser à vous, Claudia Goulet. Est-ce que ça a changé votre vision de la fonction RH, si on veut, au sein de l'organisation? Comment vous avez peut-être revu vos pratiques en matière de conciliation, travail, j'ai envie de dire vie personnelle ou vie familiale au sein de votre organisation? Comme je vous disais au début, on avait en forte croissance, les 3 premiers mois allaient bien, on embarquait dans des projets. On avait déjà un projet à RH dans lequel on devait embarquer pour la prochaine année. Heureusement, on a gardé ça en place. C'est un projet qui nous permettait de revoir nos manières de faire, faire un virage plus focusé sur nos employés.
Donc, ça a permis de créer, ça nous a donné accès aussi à des ressources très compétentes pour adresser la suite des choses. Parce que oui, on a mobilisé nos équipes, mais oui, on a vécu, il y a des enjeux personnels et professionnels qu'on a vécu. Puis ce soutien-là a été très, très utile et très nécessaire pour la suite des choses parce que le tsunami arrive. Il y a beaucoup de décisions à prendre, il y a beaucoup de choses à adresser, beaucoup de suivi à faire. Et là, cette pression-là au niveau de nos ressources, qui est très importante, arrive. Fait que cette aide-là nous a permis de bien adresser les choses puis de poursuivre là, la suite des choses au niveau de nos ressources. Les manières de faire ont changé, effectivement. Les gens se sont, je pense, bien adaptés avec la distance. Mais il faut savoir qu'avec notre entreprise à nous, on est revenu rapidement aussi dans notre milieu de travail. Fait que avec toutes les mesures d'hygiène qui a dû s'instaurer, mais on est revenu quand même assez rapidement à cause du type de modèle d'affaires que l'on a. Annie Rouleau, dans votre cas, parce qu'on a évidemment discuté avant pour l'organisation de ce panel, vous m'aviez mentionné que même la certification B Corp est en train de modifier ses critères de certification en mettant justement plus d'emphase sur les facteurs humains maintenant. Oui, effectivement. Nous, on est en recertification pour une 3e fois de la certification B Corp. Puis cette année, on est justement dans l'aspect qui est beaucoup plus de gestion humaine. Donc, on sait que pour la relance économique, une économie demain là, qui va être forte, qui va être résiliente, puis qui va être durable, un peu tout ce que vos messieurs du panel d'avant parlaient, bien, passe par une gestion plus humaine, automatiquement. Donc là, cette année, on voit vraiment dans cette certification beaucoup de mise en phase finalement sur la redéfinition de l'espace travail, mais aussi sur la définition, là, je ne l'ai pas le terme en français, mais c'est le living wage. Donc vraiment, toute une nouvelle approche pour justement offrir à nos employés, oui, un salaire qui n'est pas juste un salaire correct, mais qui est un salaire qui est adapté à notre situation, dépendamment de où on vit et dépendamment dans quel genre d'entreprise qu'on est et dépendamment de notre situation familiale. Donc là, c'est tout en train de changer ces différentes mesures-là. Puis moi, je trouve ça absolument intéressant. Je veux dire, ça demande pour un entrepreneur, finalement, de revoir cette notion-là. Albert, de votre côté, je trouvais ça intéressant quand on a fait justement la pré-entrevue de voir que vous songiez justement au retour au travail. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont envie de sortir de la maison. Alors, vous songez déjà à des espaces de travail adaptés, notamment pour que les gens se retrouvent et puis pour favoriser l'innovation, la création au sein de vos équipes. Est-ce que vous pouvez nous en glisser un mot sur votre vision de justement de cette nouvelle ère de travail qui va être un mélange, j'imagine, de déplacement au bureau et de télétravail? Donc, nous, il y a 1 an, c'est sûr que les gens pouvaient travailler un peu à distance pour aider le côté horaire de travail, conciliation famille-travail. Par contre, suite au début de la pandémie, on s'est posé la question, est-ce que on continue ça? Est-ce qu'on revient à la normale après? Ou qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la tangente qu'on devrait avoir? Nous, on s'est dit qu'on allait permettre 100% à distance, même si on est une compagnie très proximité, très proche, très rassemblement, mais on veut donner la flexibilité aux gens. Par contre, on va investir énormément à bâtir des bureaux où que les gens veulent venir se voir, venir se rassembler, que ce soit 1 journée, 2 journées ou 5 journées semaine, peu importe. On va faire le meilleur endroit où travailler pour que les gens puissent avoir les facilités pour leur quotidien, que ce soit des horaires flexibles, etc., mais aussi avoir une garderie sur place, avoir des choses qui font en sorte que les gens se rassemblent puis facilitent leur vie. Fait que c'est sûr qu'on va investir beaucoup plus sur les bureaux que même avant, même si on était déjà quand même dans des gros investissements, parce qu'on croit que c'est ça qui crée des amitiés puis des liens à long terme. Oui, ça, on a hâte de retrouver disons, un équilibre entre nos vies personnelles et nos vies professionnelles. Cette crise-là va avoir laissé quand même des traces, on ne se le cachera pas, et je pense que pour plusieurs, on essaie de voir quel changement durable. Et je pense que pour les entrepreneurs en devenir qui nous écoutent, il faut prendre conscience que les choses ont changé. On avait parlé en pré-entrevue justement du concept de développement d'affaires numérique. Donc, comment on a numérisé la commercialisation maintenant. Claudia Goulet, vous aviez maintenant une approche justement par rapport au développement d'affaires que vous avez
maîtriser, si on veut, le fait du développement d'affaires à distance? Ben oui, en fait, ce qui s'est avéré, ce qui était avant peu accepté, était dorénavant accepté de faire des relations. Les premières relations, des premiers contacts avec des gens d'affaires, c'était pas nécessairement c'était pas dans nos coutumes avant la pandémie que de contacter les gens à travers les plateformes puis avoir des relations. Normalement, les gens s'attendent à ce qu'on se déplace, qu'on aille les voir, qu'on ait cette gentillesse et cette délicatesse-là. Bon, ben, avec ce qui est arrivé, c'était plus possible. Fait que nous, ces choses-là devaient quand même se continuer. Puis, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on peut on s'autorise à rencontrer les gens. C'est accepté. Puis, je pense que c'est quelque chose qui va rester puis qui va être... En fait, on trouve ça, nous tous, intéressant parce que les déplacements sont limités. On a plus de performance d'efficacité dans notre démarchage des affaires. Puis, cette nouvelle avenue-là, pour nous, est vraiment souhaitée et intéressante. Là. Je pense pas que le contact humain va cesser. Je pense pas que les déplacements vont cesser totalement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire à distance, comme les plateformes qu'on a, comme les activités comme aujourd'hui, qui nous permettent rapidement de nous connecter et d'avoir accès à ces beaux panels-là, à ces formations-là, et en évitant tous les contretemps des déplacements. Annie Rouleau, de votre côté, étant donné que vous êtes justement certifié B Corp, vous travaillez déjà avec des produits qui sont écologiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette relance durable, du développement durable? Quelle place ça va prendre au sein de la relance et des activités? Ben moi, je suis convaincue parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que si on a justement une entreprise qui a misé sur des enjeux sociétals, des enjeux environnementaux, que ça fait partie du modèle d'affaires, on voit qu'on a été capable de passer à travers cette crise-là avec un petit peu plus de facilité. Moi, le fait, justement, comme je disais un petit peu plus tôt, le fait d'avoir des fournisseurs locaux, mon écosystème a vraiment participé activement à m'assurer que je ne tombe pas en rupture de stock. Donc ça, je pense que c'est excellent de voir qu'il y a une nouvelle tendance, puis qu'on va parler beaucoup plus d'économie locale, parce que pour moi, c'est ça, c'est d'avoir un écosystème et puis d'avoir des fournisseurs locaux. Un peu comme Claudia, par contre, même en tant que B Corp, je pense que mes rendez-vous de 45 minutes au siège social de Canadian Tire à Toronto, par avion, pendant une journée, c'est plus acceptable et c'est plus nécessaire de le faire. Donc, il y aura une numérisation commerciale qui va devoir, j'essaie encore de trouver la meilleure façon, mais je sais que ça va devenir une nouvelle pratique d'affaires qui va s'inscrire dans les prochaines années, clairement. Puis Albert, de votre côté, comment Mirego entrevoit sa croissance de manière durable, si on veut? Nous, c'est sûr qu'à l'international, c'est une augmentation assurément plus accessible, comme on a mentionné plus tôt. Donc, on se gêne moins à communiquer à l'international. Puis l'international est moins gêné de nous faire signe aussi. Parce qu'avant, ben, le défi, ben, il y a un défi qui est intéressant, ça nous permet d'aller à l'international, mais le désavantage, c'est que l'international peut venir ici aussi. Donc, ils peuvent compétitionner contre nous. Fait c'est un avantage, mais un inconvénient, mais nous, on prend plus comme un avantage parce qu'on a une bonne réputation puis on peut expansionner. Donc, on va passer par acquisition à l'international, on va avoir des nouvelles initiatives stratégiques, puis on va travailler beaucoup aussi dans le côté relations, ouvrir des bureaux pour justement ce côté de proximité-là. Mais comme les autres personnes le mentionnaient, probablement le petit meeting de 15 minutes ou 45 minutes au siège social, je ne pense pas qu'on aille tant que ça. Ça va être plus des meetings plus stratégiques au fil du temps. Donc, bien hâte de voir la suite. Et justement, on va se quitter. Il nous reste 2 minutes. On va faire un rapide tour de table sur votre ambition pour 2021. Claudia Goulet, je sais que donc c'est reparti, le carnet de commandes se remplit et je sais que vous avez entre autres beaucoup d'ambition pour ce qui touche la biomasse. Ben oui, en fait, nous, c'est ce qui nous distingue, là, les chaudières au bois. Les gouvernements ont des initiatives super importantes au niveau du développement durable, au niveau de l'utilisation des énergies renouvelables. Alors, pour nous, c'est un axe de développement qu'on maintient, sur lequel on était déjà,
mais qu'on maintient pour la suite des choses avec les opportunités qui s'en viennent, auxquelles on croit, auxquelles on est vraiment confiant que les choses vont bien se produire au niveau de ces opportunités-là qui, pour nous, sont vraiment précieuses parce qu'on contribue vraiment au changement, à l'impact qu'on a sur les changements climatiques, puis on aide aussi nos clients dans ce sens-là. Fait que, oui, pour nous, c'est quelque chose qui va être très, très important pour la suite. Merci. Annie Rouleau, de votre côté, sur votre table à dessin en ce moment, qu'est-ce que 2021 Ben écoute, moi, j'ai quand même eu la chance, là, 2020, de déployer mon concept à travers le Canada parce que justement, les gens recherchaient des produits nettoyants, des savons à main. J'ai eu la chance de développer des nouvelles collaborations pour développer des désinfectants. C'est que c'est sûr que 2021, pour moi, écoute, j'accélère la croissance davantage parce que ma mission, c'est de réduire c'est de contribuer au mouvement de réduire l'empreinte de plastique, d'enlever cet emballage de plastique à usage unique. Et donc là, ça me permet à travers les régions, à travers partout, d'accélérer ma croissance parce que j'ai mis du savon partout pendant 2020. Alors, on va travailler là-dessus 2021. Oui, et on nous le rappelle à tous les jours de garder nos bonnes habitudes. Nos mains propres, il faut laver nos mains. Albert, de votre côté, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Vous êtes en forte recherche de main-d'œuvre. Bon, je sais que les gens qui nous écoutent s'intéressent à l'entrepreneuriat, mais au cas où. Vous êtes en pleine expansion. Comment ça se passe au niveau, là, justement, de l'acquisition de nouvelles ressources pour vous aider à mener à bien vos projets? Nous autres, c'est sûr que c'est un enjeu dans notre secteur, le secteur des technologies de l'information. C'est sûr qu'il y a des compagnies de l'extérieur qui se gênent moins d'embaucher au Québec. Donc, les salaires sont plus agressifs quand c'est une compagnie américaine qui débarque ici. Donc, c'est pas évident, mais d'un autre côté, inévitablement, nous, avec l'expansion à l'international, on facture plus cher, donc on augmente les salaires des gens. Puis l'objectif derrière ça, c'est d'être plus compétitif et encore plus compétitif au fil du temps. Puis on est très confiant qu'on va embaucher de plus en plus de personnes, mais je ne vous cacherai pas que c'est plus difficile depuis la pandémie, mais on est très confiant qu'on va bien s'en sortir. Bien, je vous remercie beaucoup, vous trois. C'était encore une fois très rafraîchissant de vous entendre. 3 secteurs d'activité, 3 modèles d'affaires différents, mais tous portés par un certain vent d'optimisme. Je ne sais pas si c'est le printemps ou du soleil qui revient. C'est le même optimisme qu'on a entendu dans le panel auparavant. Très, très inspirant de vous entendre. Merci beaucoup et bon succès pour la suite. Merci, Catherine. Merci. Merci à vous. Bonjour, merci à nouveau, Catherine, Annie, Claudia, Albert. Très précieux de vous avoir eu parmi nous. Merci de votre générosité. Ça conclut déjà le premier segment de l'événement. Alors moi, encore une fois, laissez-moi remercier les équipes qui nous soutiennent parce que l'indice ne serait pas là sans eux. D'abord, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, notre grand partenaire présentateur, mais aussi Ange Québec, Banque nationale, Caisse de dépôt et placement du Québec, l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, puis aussi nos amis qui nous aident à réaliser l'indice, l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale, HEC Montréal et Léger. Bon, pour ceux qui doivent absolument nous quitter là, parce qu'il fait peut-être trop beau dehors, moi, je vous invite donc à télécharger une copie du rapport qui est sur le site de l'indice, indiceentrepreneurialqc.com. On verra l'URL dans le chat. Et puis, vous y trouverez aussi la captation de cet événement-ci très bientôt. Et puis, avant qu'on se retrouve dans nos salles, donc pour les ateliers santé des entrepreneurs et entrepreneurs féminins, j'aimerais dire un merci tout spécial à l'équipe qui agit dans l'ombre. Merci à Duo Son qui assure la web diffusion. Belle équipe de la région de la Mauricie à Trois-Rivières. Merci d'être avec nous. Donc voilà, vous aimez les expériences interactives, on est rendu là. Donc, ce qu'on va faire pour aller choisir son atelier, vous savez, c'est de cliquer sur le bouton Breakout Rooms ou Diviser en groupe qui est dans le menu du bas à droite. Vous sélectionnez ensuite l'atelier que vous souhaitez, santé des entrepreneurs ou entrepreneuriat féminin. Puis une fois dans la salle, vous allez choisir le mode Gallery View ou Galerie et ensuite épingler les présentateurs principaux. On va vous guider une fois rendu dans la salle. Donc, on y va. On se sépare dans nos ateliers respectifs. Merci encore une fois à tout le monde. Un beau bonjour également à la France. Merci.